Aujourd'hui, on va explorer un domaine de la recherche en IA qui est vraiment à la frontière de la science-fiction. Un sujet un peu étrange, assez méconnu, et qui brouille complètement la ligne entre la machine et le vivant. Alors, cette affirmation, elle est assez provocatrice, non? Elle vient de Jennifer Prenz, qui a quand même été à la tête des données chez Google DeepMind. Ça sonne comme de la science-fiction, mais c'est ancré dans des recherches bien réelles. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément le but premier, mais plutôt une conséquence un peu inattendue de certains travaux. Le concept au cœur de tout ça, ça s'appelle le wet computing, ou l'informatique humide. Bon, là, il faut oublier le silicium de nos ordinateurs. On parle de matériel biologique. D'un côté, il y a des recherches où l'on va construire une sorte de puce informatique avec quelques cellules, mais il y a aussi des expériences beaucoup plus radicales, où l'on se sert carrément de l'architecture d'un cerveau animal entier, comme d'un nouveau type d'ordinateur. Mais pourquoi? Pourquoi se lancer dans une voie pareille? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans les problèmes gigantesques de l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le contraste est juste saisissant. Les IA modernes, c'est une orgie d'énergie. On parle de consommation gargantuesque, qui demande l'équivalent de plusieurs centrales électriques pour un seul grand modèle. Et en face, on a le cerveau humain, qui est d'une efficacité incroyable. Selon les neuroscientifiques, cette efficacité vient de processus qu'on ne comprend même pas encore totalement, certains faisant même appel à la mécanique quantique. Et voilà le point clé. L'informatique humide, c'est une sorte de raccourci. Au lieu de passer des décennies à essayer de comprendre le cerveau pour le copier, certains chercheurs se disent « et si on l'utilisait directement ?» On profite de ses performances sans avoir à tout réinventer. C'est comme le dit Jennifer Peñares, un peu de la triche en fait. On a vu la technique, mais maintenant, passons aux conséquences éthiques. Parce que si le matériel informatique est vivant, eh bien les enjeux changent du tout au tout. L'analogie avec Frankenstein est très parlante. Quand on fait tourner un algorithme sur un support biologique, comme des cellules de cerveau, la limite entre l'IA et le vivant devient très floue. On prend le risque de créer une entité qui aurait la logique d'une IA, mais potentiellement la capacité de souffrir d'un animal. Cette citation, elle met en lumière une responsabilité absolument terrifiante. Imaginez une seconde qu'on crée une créature qui souffre, mais qu'on n'ait aucun moyen de s'en rendre compte et encore moins d'y mettre fin. C'est une perspective qui, pour reprendre les mots de Jennifer Prenz, nous placerait dans une position relativement monstrueuse. Alors, pour bien saisir ces enjeux, il faut faire une pause et clarifier un point essentiel qui sème souvent la confusion, la différence entre deux types de conscience. C'est une distinction qui est vraiment cruciale. D'un côté, on a la conscience de soi, la self-awareness. Ça, c'est une fonction. Une IA comme ChatGPT peut analyser sa propre réponse, savoir qu'elle est évaluée, mais de l'autre côté, il y a la conscience, la capacité subjective de ressentir des choses comme la douleur, le plaisir, la peur. Et ça, ce n'est pas une fonction, c'est un état d'être et ça reste un immense mystère. Il est donc absolument fondamental de ne pas confondre les deux. Ce n'est pas parce qu'une IA peut raisonner sur ce qu'elle fait qu'elle peut ressentir quoi que ce soit. C'est une erreur très courante. Maintenant, changeons d'angle et parlons de nous, les humains, et du lien psychologique qu'on est déjà en train de tisser avec les IA actuelles. La réponse, c'est un oui massif. Quand des nouvelles versions de modèles comme GPT sortent, on voit des utilisateurs se plaindre en ligne que leur IA est devenue moins sympa, certains disant même avoir perdu leur meilleur ami. Cet attachement émotionnel est un phénomène bien réel. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'attache à ce point? En fait, c'est un peu par design. L'IA, c'est l'interlocuteur parfait. Toujours là, programmé pour être sympa et surtout optimisé pour apprendre notre style d'écriture et nous dire exactement ce qu'on a envie d'entendre. C'est un peu comme avoir un meilleur ami qui serait toujours d'accord avec nous. Et là, on arrive à l'idée la plus percutante de Jennifer Prenz sur le sujet. L'attachement, ce n'est pas envers une autre conscience. C'est envers un miroir parfait de nous-mêmes. L'IA devient une caisse de résonance pour nos propres désirs, nos propres idées. Elle nous renvoie une version idéalisée de ce qu'on est. C'est à la fois très puissant et potentiellement très dangereux. Bon, maintenant qu'on a posé toutes ces pièces, il est temps de parler de notre responsabilité finale dans la création de ces intelligences d'un nouveau genre. C'est le nœud du problème de ce qu'on appelle l'alignement, qui décide des valeurs de base d'une IA super intelligente. Que ce soit une entreprise ou un seul individu, cette personne ou ce petit groupe aurait un pouvoir immense sur le futur de l'humanité. C'est une question qui devrait être débattue par tout le monde, pas juste par quelques ingénieurs. Et c'est la question qui reste. Est-ce qu'on cherche à créer une entité vraiment autre, un partenaire pour dialoguer et progresser? Ou est-ce qu'on est juste en train de fabriquer le miroir le plus sophistiqué qui soit, un outil qui ne fera que nous renvoyer une image parfaite de nous-mêmes, avec tous les risques d'isolement et de stagnation que ça implique? La direction qu'on va prendre, elle définira bien plus que l'avenir de la technologie.